Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afriquili TV. Aujourd'hui, nous allons aborder une question essentielle pour l'avenir de nos institutions. Le Sénat est-il encore nécessaire en République du Congo? Dans un pays où les défis économiques et sociaux sont nombreux, chômage, coût de la vie, endettement, corruption, la question de l'efficacité et du rôle des institutions se pose avec acuité. Le Sénat, tel qu'il fonctionne actuellement, est-il un organe utile pour la démocratie ou une simple chambre budgétivore au service d'une élite politique? Mais avant de parler des institutions, la première partie de notre échange s'articulera autour du 8 mars, journée consacrée aux droits de la femme. Pas de la bière, pas du pagne. Cette année, le thème, c'est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Pour en parler, j'ai eu le plaisir de recevoir Monsieur Marien Foningombe. Bonjour Marien. Salut, comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue sur Afriquili. Merci. Alors, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes président des ateliers citoyens du Congo, en sigle ACC. Et avec moi, il y aura Espérance Kieto pour co-animer cet échange. Bonjour Lise, bonjour Marien, bonjour, comme j'ai l'habitude de le dire, Batata Bama mesdames et messieurs, vous êtes sur Afriquili TV, votre chaîne d'opinion. La télé est sur le web, pas comme les autres. Comme Lise venait de le dire, la première partie, on va essayer de parler des femmes, la femme congolaise, la femme en général, les droits des femmes. Et puis, hier, on a fêté le 8 mars. Après, on va parler des institutions, plus particulièrement du Sénat congolais. Est-ce qu'il faut le supprimer ou pas? Mais pour un premier temps, je vais laisser la parole à Lise. Et puis après, on va revenir. Lise, à toi la parole. Merci, Espérance. Droit, égalité, autonomisation. La femme est-elle égale à l'homme, Marien? On commence comme ça, direct. Non, c'est une question qui ne pourra pas, qui est difficile à épuiser. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la femme n'est pas égale à l'homme. Moi, je pense que la femme, au-delà de la formule, hein, c'est le sexe fort. L'histoire nous l'enseigne. L'histoire du Congo nous l'enseigne, l'histoire de l'Afrique nous l'enseigne. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la société a fait que la femme perde un peu de ses oripeaux qui font d'elle le socle même de la société africaine, de la société congolaise. La femme au Congo, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet parce que déjà, on ne peut pas se priver de la moitié de notre population. Plus de 50% de la population, ce sont des femmes vaillantes, des femmes résilientes. Et ensuite, aujourd'hui, le Congo est dirigé par les hommes. Notre société hérite d'un système de patriarcat. Et tous les maux que nous vivons aujourd'hui sont liés à cela, liés au délitement du rôle de la femme depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. On en reparlera. En une réponse, je ne pourrais pas faire la synthèse ou épuiser le sujet. Mais la femme n'est pas l'égale de l'homme. La femme est nourricière, la femme est inspiratrice, la femme est créatrice, la femme est le socle de la société, pas qu'africaine, de la société de manière globale. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'émancipation de la femme et toutes ces problématiques d'égalité, de place, de parité dans les entreprises. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre société congolaise, la femme de la place est toujours à revendiquer ou c'est à elle d'aller chercher cette place? Une chose est sûre, c'est que le combat ne sera jamais mené par un homme comme une femme, parce que c'est elles qui vivent toutes ces privations de droits, toutes ces mutilations physiques, psychiques, c'est elles qui le vivent. Et dans l'histoire même du droit des femmes, on parle beaucoup de suffragettes, celles qui ont lutté pour leur droit, pour le droit de vote. Même aujourd'hui, on parle de la journée du 8 mars, qui a été officialisée en 1977, qui concerne des femmes qui voulaient avoir le droit de vote, encore une fois, et qui luttaient contre tout ce qui était, comment on appelle ça, violence conjugale. Mais c'est des femmes qui ont porté le combat avant tout. Ce qui se passe dans nos pays, au Congo notamment, c'est que des institutions ont été créées, comme l'URFC au Congo, l'UFC au Cameroun, qui est la même chose en fait. Et les femmes souvent étaient là pour accompagner les indépendances, accompagner les hommes, ce rôle d'accompagnatrice. Il n'y a que les femmes vraiment, selon moi, qui peuvent mettre le haut là sur tout ça et s'affirmer. On pourra créer des lois, on pourra parler de parité, on pourra parler de beaucoup de choses, mais il faut vraiment se battre. Est-ce que dans la société congolaise, c'est pas un reproche? Est-ce que dans notre histoire récente, des femmes ont porté des combats
ont été identifiés à des combats réellement. Ça existe, mais plutôt dans l'ordre de l'intimité. Des femmes mariées qui se battent pour envoyer les enfants à l'école, qui se battent pour ne pas qu'on exclue leurs filles de la scolarité, qui se battent pour être respectées dans le foyer. Tout ça est de l'ordre de l'intime à chaque fois. Mais les combats n'ont pas été portés à l'extérieur, je dirais. Pas suffisamment, du moins. Donc, ce serait bien qu'on ait des rôles modèles, c'est le mot, comme vous peut-être, comme d'autres, de femmes qui s'engagent, qui inspirent des plus jeunes. Ça manque au Congo, ça manque en Afrique pas mal. Alors, quelles sont les professions les plus sexistes aujourd'hui? Les professions les plus sexistes, c'est toujours dur à définir. Mais une chose est certaine, c'est qu'au niveau de ceux qui dirigent le Congo, c'est eux qui ont tendance à s'accaparer le pouvoir. Je pense que c'est eux qui sont peut-être en train de ne pas aider à la promotion de l'autonomisation de la femme. Donc, je pense à nos députés, par exemple, à nos ministres. Et ça n'engage que moi, mais je pense que c'est peut-être eux qui seraient, s'il faut parler de sexisme, qui ont du mal à partager ce pouvoir-là, on va dire. Dernière question, Maria. Comment expliquez-vous qu'à travers, que dans le monde du travail, les femmes sont souvent moins bien payées à compétences et expérience égales? C'est un problème d'éducation sociale. Les femmes sont dans une prison sociale, moi j'appelle ça. Après, ça peut s'expliquer. Et c'est un changement de la structure même de la société congolaise. Société patriarcale, où vraiment les hommes sont très présents. Et on voit que sous le prétexte de la tradition, parfois même quand il y a un héritage à donner, les femmes sont souvent lésées. Il y a des pratiques comme le lévirat, où la femme passe d'un frère à un autre. C'est des choses condamnables. Moi, je défends toujours la culture au sens us et coutumes. Mais on doit avoir un droit d'inventaire sur tout ce qu'on hérite. De la même manière, dans certains pays, l'excision est condamnée. Chez nous, on peut condamner le lévirat ou d'autres pratiques comme ça. Et pour moi, c'est une conséquence de toute une structure qui fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas l'égalité en termes de salaire, la femme n'est pas respectée. C'est ça le mot. La femme n'est pas respectée à sa juste valeur. Et je parlais d'éducation, c'est pareil. Les femmes sortent du circuit scolaire après le bac. Elles sont moins bien formées. Pourtant, l'économie informelle, comme on aime l'appeler, comme c'est le vocable que les économistes ont choisi, qui stigmatise un peu cette économie-là. Je pense qu'il faut vraiment l'intégrer comme une façon de vivre aussi, une façon d'être en phase avec notre économie, nos réalités à nous. Donc, je disais l'économie informelle, la majorité, ce sont nos femmes qui sont des vendeuses au détail, qui nourrissent et l'homme qui ne trouve pas d'emploi, et le garçon et la fille qu'il faut scolariser. Donc, c'est une structure vraiment sociale qu'il faut changer. Et il faut condamner, j'en appelle de tous mes voeux que les femmes s'imposent, donnent de la voix pour défendre cette cause-là. Alors, un petit exercice avant de nous séparer, vous répondrez par oui ou par non. Ce n'est pas des questions pièges. Choisirez-vous une femme comme garde du corps, oui ou non? Naturellement, je dis non. Je dois expliquer Pourquoi? ou juste répondre du tac au tac? Vous pouvez expliquer? C'est ma faiblesse, parce que j'ai beau dire que la femme, c'est le sexe fort, mais ça aussi, c'est un héritage. J'ai tendance à être dans une démarche de protection de la femme. Et ça n'aide pas la cause que nous voulons défendre aujourd'hui. Mais je réponds naturellement avec un élan naturel, avec mon cœur. J'ai envie de défendre la femme et que la femme me défende. Pourtant, ma mère n'a pas arrêté de me défendre, je suppose. Mais naturellement, je dirais un homme. Et après réflexion, je pourrais revenir sur cette décision. Choisirez-vous un homme pour garder vos enfants? Oui, pourquoi pas. Ok, très bien. Nous, on Merci, a eu Maria. Ah, c'est déjà fini? Je m'attendais à quelque chose de plus long. Il y avait encore plein de questions. Il y en avait encore plein. Mais je vais laisser la seconde partie à Espérance sur les réformes des institutions. Le Sénat est-il encore nécessaire? Merci, merci à la marquise, effectivement, de Binza. Merci beaucoup. Maria, rebonsoir en tout cas, et puis merci d'être sur Afrique TV. Je vous ai écouté attentivement lorsque vous parlez des femmes. J'ai une question directe et je vous demande là aussi de me répondre avec beaucoup de franchise que je sens inné en vous. Maria, êtes-vous macho? Est-ce que, puisque j'ai l'impression que vous bercez un peu trop les femmes, les gens qui bercent souvent macho, hein. Est-ce que tu es macho? Faut bassiner balle au bassin si je suis macho ou pas, pour avoir la vraie réponse. Mais selon moi, je ne le suis pas. Macho, c'est une forme de faiblesse. Hein. D'accord. Alors, Maria, ta part de faiblesse. Si tu n'acceptes pas ta part de faiblesse, il y a un problème. Alors qu'on a une part de faiblesse, on n'est pas fort vis-à-vis de tout, on a besoin d'être aidé quand il faut.
Non, je ne pense pas l'être. Ah, ok, bah, tu n'es pas mature. Ok, bah, effectivement, il faut basiba le bas. Donc, je demande à des femmes, oh, bah, oui, Marien, bah, vous témoigner, si c'est possible. Bon, on a besoin de mature, à maturité. Alors, Marien, on a fait la première étape. Effectivement, on a parlé de la femme congolaise, on a parlé de la femme en général, puisque hier, c'était le 8 mars. Là, on va parler des réformes des institutions. Le Sénat est-il encore nécessaire? Est-ce que au Congo-Brazzaville, puisqu'on a souvent tendance à copier un peu tout ce qui se passe un peu à l'extérieur, en particulier en France, est-ce que le Sénat est-il encore nécessaire? Ma première question est de savoir, et vous le savez très bien avec moi, Marien, que la constitution congolaise prévoit un Sénat comme deuxième chambre du Parlement. En toute honnêteté, est-ce que cette institution joue réellement son rôle? D'ailleurs, c'est quoi, en un mot, hein, rapidement, c'est quoi le rôle du Sénat? Le Sénat, ben oui, comme vous le disiez, on a repris le fonctionnement de la Ve République et le Sénat a son rôle. Sur le papier, le Sénat a vraiment son rôle dans le sens où le Sénat amende et vote les lois, au même titre que l'Assemblée nationale. Au Congo, en est 72, il y a 72 sénateurs. L'intérêt du Sénat, c'est que le Sénat représente les collectivités territoriales. Il y a 6 sénateurs par région au Congo. Et donc, ils ont un droit aussi de proposition législative. Ils font des propositions de loi. Et donc, ils débattent des projets de loi qui viennent du gouvernement. Mais au-delà de ça, le Sénat est vraiment impliqué dans certains sujets, dans l'entendement collectif, dans l'esprit de la Ve République. Les débats sont plus apaisés au Sénat. Donc, chez nous, pour la Constitution de 2015, le Sénat a particulièrement débattu, particulièrement échangé, enrichi les échanges. Pour la décentralisation de 2010, le Sénat aussi a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Toutes les questions d'apaisement, le Sénat est vraiment très impliqué. C'est ça l'esprit et l'intérêt de la chose. Et une dernière chose, le Sénat est censé contrôler l'action gouvernementale en mettant en place des commissions, en agissant sur ces questions-là. Donc, a priori, je dirais, a priori, le Sénat est utile pour enrichir les débats. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le Congo peut se permettre d'avoir 2 chambres? Le bicaméralisme, c'est bien, mais ce n'est pas quelque chose d'immuable. Il y a des pays qui n'ont pas 2 chambres. La France, qui nous inspire, n'a pas toujours eu 2 chambres. Et voilà pourquoi au Congo, on peut se poser la question, est-ce que ces 72 personnes qui ne sont pas élues au suffrage direct sont indispensables au bon fonctionnement de l'État congolais? Il y a Oui, matière. je reviens sur le Sénat. Effectivement, je vais vous laisser terminer un peu votre pensée. Vous venez de dire, effectivement, le Sénat joue un rôle, pour ne pas dire primordial, c'est important. Ils débattent sur les sujets de gouvernement, ils débattent effectivement sur tout ce qui se passe dans notre pays, dans des régions, puisqu'ils sont représentés un peu partout dans les 12 départements. Mais là n'est pas de problème. On peut le dire qu'ils débattent, mais c'est qu'au sein de la population congolaise, la population a l'impression comme si on n'entend pas les sénateurs, comme s'ils sont là, mais ils ne sont pas là. D'où ma question, peut-on dire que c'est une institution fantôme qui ne sert qu'à recycler les figures politiques en fin de parcours? Parce que généralement, même ici en Europe, on dit quand on est au Sénat parce que on a eu un long parcours et puis on va terminer la plupart du temps au Sénat, quoi. On le voit un peu partout. Est-ce que c'est pas vraiment ça? Parce que au niveau du travail, c'est vrai qu'ils peuvent travailler, mais comme je disais tout à l'heure, on ne le sent pas, on ne le pressent pas, on ne De le toute façon, ressent pas au sein de la population. oui, c'est un débat qui est assez vieux, qui revient à chaque fois de manière récurrente, même en France, et même de manière péjorative. On dit que c'était la chambre sénile pour le jeu de mots avec le Sénat, parce que les politiciens en fin de carrière finissaient au Sénat, ou sinon au Conseil constitutionnel pour les anciens présidents. Chez nous, le Sénat a été assez rajeuni. Il y a beaucoup de jeunes sénateurs, ainsi de suite. Mais j'ai l'impression que le Sénat aujourd'hui est une variable d'ajustement dans Mais le il y a sens beaucoup de jeunes sans te couper, il y a beaucoup de où- vieux également, hein, ceux qui sont là, qui veulent pas partir, bien sûr. Et je pense que moi, de manière très claire, je suis pour une suppression du Sénat. Maintenant, je ne veux pas être dans je veux reconnaître un peu l'esprit de la chose, comment les choses ont été mises en place. Et je pense que c'est utile de supprimer le Sénat. Pourquoi? Parce que le Congo est un pays en crise. Parce que le sénateur gagne 4,5 millions de francs CFA par mois. Parce que le Sénat aujourd'hui est devenu un endroit où on redistribue un peu, comment dire, quand l'État, ceux qui nous dirigent, veulent distribuer un peu le gâteau, permettez-moi la métaphore, ben on met un peu des sénateurs ici et là. C'est un peu vidé de son sens. Je l'ai évoqué, l'intérêt du Sénat n'est pas approuvé, a priori. Mais dans le fonctionnement, finalement, le Sénat est
est un poste de dépense pour l'État congolais qui ne peut pas se le permettre. Je reviendrai sur le poste de Budget. dépenses, au niveau des dépenses, effectivement. Donc, au niveau du fonctionnement, je pense que est-ce rapidement. que les 151 députés ne sont pas suffisants pour légiférer au Congo, un pays de 6 millions d'habitants? Ok, Et je pense que c'est largement suffisant. D'où, si vous me permettez, d'où ma question, puisque vous parlez des 151 députés à l'Assemblée nationale, d'où ma question, Marien. Certains, pas forcément ma question, parce que j'ai dû essayer un peu d'aller fouiller, écouter un peu les Congolais, c'est que quand on essaie d'écouter les Congolais, il y en a pas mal des Congolais qui estiment que le Sénat est un simple double ou doublon, si tu veux, de l'Assemblée nationale, qui ne produit en rien d'essentiel en réalité. Parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est les mêmes choses qui se passent au niveau du Sénat en réalité. Les mêmes voix que l'Assemblée nationale vote la plupart du temps, et c'est les mêmes projets de loi que le Sénat vote également. D'où le fait que, on dit que le Sénat ne produit en réalité rien. D'où ma question. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être, en tout cas c'est à vous de me le dire, est-ce que tu peux, permettez-moi bien sûr, est-ce que tu peux citer une seule réforme majeure que vous connaissez, issue du Sénat par exemple, où ça a marqué, ça a touché la vie des Congolais par exemple? Concrètement, quand on parle du Sénat, ce qui revient, c'est le fait qu'ils interviennent particulièrement sur la loi de finances. La loi de finances régit la vie des Congolais forcément. Et je sais que les sénateurs sont très impliqués sur ces démarches-là. Les sénateurs au Congo ont été impliqués aussi sur le changement de la Constitution. La Constitution, c'est l'ossature même du fonctionnement de l'État congolais, donc ça implique. Le Sénat était impliqué sur la décentralisation. Au final, c'est assez, comment dire, c'est intangible de voir un peu la force du Sénat. Moi, je ne vois pas, à ma connaissance, de lois fortes qui ont vraiment, qui régissent la vie sociale des Congolais, qui émanaient du Sénat et qui ont marqué les esprits des Congolais. Mais je sais qu'en termes de débat, enrichissement de débat, le Sénat est très consulté. Est-ce suffisant? Je dis que non. Est-ce indispensable? Selon moi, non. Parce que ces débats sont déjà menés, comme vous le disiez, au niveau du Parlement, par 151 députés. Et il faut réfléchir à ce que le Sénat, on ne pourra pas garder nos institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Ok, le Sénat ne permet pas de faire toutes les économies nécessaires. 11 milliards, c'est pas ça qui va forcément tout payer. Ça ne va pas révolutionner la santé, ni l'éducation, ni l'accès à l'énergie, mais c'est un premier pas. Et au niveau du symbole, c'est important. Parce qu'effectivement, beaucoup se disent, dans ça, la politique, dans mes vieux jours, dans le Sénat, n'a PMI. Dans l'inconscient collectif, c'est ce qui existe. Il faut arrêter avec ça. Parce que les Congolais, il y en a qui souffrent, il y en a qui ne mangent pas. Et un sénateur, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est des frais de fonctionnement importants. Salaire, tous les budgets, les infrastructures, les déplacements, les frais en commission. Le Congo ne peut pas se le permettre aujourd'hui. Le Sénégal l'a fait en 2012. Macky Sall a supprimé le Sénat. Sous la pression des pressions politiques, il a rétabli, ce qui est bien dommage. Mais il y a 100 sénateurs, du jour au lendemain, qui se sont retrouvés ou aller essayer de briguer un autre mandat au niveau de la députation, ou aller vers les collectivités territoriales, tout ce qui est conseillers municipaux. Et moi, c'est à ça que je veux en venir. Le rôle qu'on veut donner aux sénateurs, là, on reviendra dessus, il faut peut-être l'orienter vers tout ce qui est des élus de proximité. Il y a deux choses qui dérangent moi au Sénat. C'est l'élection au suffrage indirect. Moi, je pense que le peuple est souverain. Je reviendrai également, si tu me permets, puisque je sais que tu as envie de tout dire à l'instant T, je reviendrai également sur le rôle concernant le vote des sénateurs. Mais oui. Je reviens sur, il faut supprimer le Sénat ou pas. Vous avez donné des exemples. Quand on regarde, Marien, l'état actuel du pays, ça il faut le dire et puis il faut le dire haut et fort, l'État congolais au jour d'aujourd'hui traverse une crise économique. La dette publique explose et pourtant on continue, ça il faut le dire, à financer un Sénat dont on venait de le dire tout à l'heure, l'utilité est presque contestée. Ça, vraiment, compte tenu de la situation du pays au jour d'aujourd'hui. D'où ma question, ne pensez-vous pas que la suppression de cette institution permettrait de faire des économies subsistentielles, voilà, le mot est arrivé, pour financer des secteurs plus prioritaires, comme par exemple, tu as donné tout à l'heure des exemples, mais même si ça ne va pas améliorer, mais ça peut quand même essayer de faire quelque chose. Les secteurs comme la santé et par exemple l'éducation, Marie. Je pense qu'on doit aller dans un calendrier de réforme institutionnelle. Et dans ce calendrier, on ne peut pas
laisser passer la question du Sénat. Il faut vraiment en parler sérieusement parce qu'effectivement, c'est un poste de dépense. Le Sénat, ce ne sera pas suffisant. Après, on aura d'autres sujets qu'on abordera, mais le Sénat n'est pas utile à un pays de 6 millions d'habitants. Et les exemples à travers le monde existent où vraiment il n'y a pas de deuxième chambre, où les lois passent et ensuite il faut juste respecter les lois, les appliquer, que les gens soient impliqués dans la vie politique et c'est suffisant. Et le Sénat, pour moi, c'est une porte d'entrée, c'est l'arbre qui cache la forêt peut-être. Pourquoi ne pas commencer par ça? Tu connais les pays où il n'y a pas le Sénat, par exemple où, Je sais qu'en Bolivie, le Sénat ils ont supprimé le Sénat. Pourquoi ils ont supprimé le Sénat en Bolivie? Pour ce qui m'intéresse vraiment, c'est les prérogatives des sénateurs aujourd'hui viennent au niveau des collectivités locales. C'est-à-dire que comme les sénateurs représentent les collectivités territoriales, parce qu'il y a 6 sénateurs par région, mais finalement, c'est les régions qui décident, c'est les régions qui sont consultées. Il y a différents conseils, il y a des conseils communaux, des conseils. Tous ces conseils-là font un travail déjà, ou ne le font pas d'ailleurs, et rajouter le Sénat par-dessus, c'est une dispersion des deniers publics qui n'a pas de nom. Donc, si la Bolivie le fait, c'est un pays d'Amérique latine, le Sénégal a essayé de le faire, ça n'a pas fait. Au Mozambique, il n'y a pas de Sénat, par exemple. Donc, il y a des pays qui fonctionnent sans Sénat. À la fin du XVIIIe siècle, en France, il n'y avait plus de Sénat, ou je me trompe peut-être de date de manière précise, mais ce débat est un débat de tout temps. Et ensuite, arrêtons de voir forcément l'extérieur, asseyons-nous, disons-nous, est-ce que le Congo, on est obligé de rester sur des choses indispensables. De la même manière, on parlera un jour du nombre de ministres dans nos gouvernements, 6 millions d'habitants. Pour quel budget? Quels sont les postes de dépenses, les postes de dépenses de notre loi de finances? Il y a des réalités. Et une réalité qui emmène à la décision. Pardon. Ok, je comprends. 6 millions d'habitants, pour quel budget? D'où ma question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne savent peut-être pas, Marien. Peut-être que tu le sais très bien. C'est à nous, c'est à toi, en réalité, je dirais, de nous le dire. Tout à l'heure, on a essayé un peu, vous avez essayé un peu d'aborder ça rapidement. Et je voulais que vous essayiez un peu d'éclaircir un peu cette partie. À combien estime-t-on le budget annuel du Sénat congolais? Et cet argent profite-t-il réellement à la population ou à une poignée des sénateurs gracieusement payés pour des résultats quasi inexistants? Ils sont là pour signer ou pour valider ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale et puis bon, voilà quoi. Une chose est sûre, c'est que moi j'essaie d'être factuel et de ne pas tomber dans un débat passionné sans perdre vraiment le sens des responsabilités. Nous ne sommes pas les mieux payés d'Afrique. Hein. Les sénateurs congolais ne sont pas les mieux payés. Au Nigeria, ils sont beaucoup mieux payés. Il y a même un article que je lisais où on disait qu'il fallait qu'un sénateur suédois travaille 10 ans pour avoir la paye d'un sénateur nigérian. Nous ne sommes pas les pires. Mais le Congo, le budget estimé alors environ à 11 milliards de francs CFA. C'est beaucoup 11 milliards de francs CFA. Je ne sais pas combien, le CHU a besoin de combien pour réhabiliter ses chambres, pour rafraîchir ses murs, pour accueillir les malades dans des conditions décentes. Je pense que les 11 milliards peuvent être alloués à ce genre de dépenses. Donc, même si les chiffres ne sont pas très, très précis, ça c'est des chiffres que j'ai de 2012, hein, mais je doute qu'on s'en éloigne. Et naturellement, je pense que ces dépenses-là peuvent être orientées vers des dépenses plus utiles à la population, parce qu'elles vont à payer des émoluments des sénateurs, des voitures de fonction, des édifices, des infrastructures, les frais en commission. Cette lourdeur administrative, en fait, si l'intégrité administrative ne poserait aucun problème, sauf qu'au final, l'État congolais, le contribuable congolais paye cette somme. Et je pense que le peuple étant souverain, j'aime le dire, c'est important que le peuple paye des sommes qui permettent vraiment d'améliorer leur quotidien. Et là, j'en doute. Les députés, il y a des choses à reprocher aux députés. Mais c'est indispensable qu'il y ait, selon moi, dans le système politique que nous avons choisi, qu'il y ait un parlement. Mais les deux chambres ne sont pas indispensables. Une chambre suffit. La chambre haute, comme on l'appelle, la chambre des sénateurs, n'est pas indispensable. Il n'en demeure pas moins que les membres du Sénat ont une expérience, pour les vétérans de la politique, on va les appeler comme ça, ils peuvent servir différemment. Des conseillers municipaux, voilà, l'idée c'est d'être dans le service et pas venir pour prendre une formule historique et connue, pour se servir forcément. Mais voilà, 11 milliards, je pense qu'on peut l'allouer ailleurs, nettement.
Alors, effectivement, 11 milliards, c'est beaucoup, hein. Comme on disait, on peut l'allouer ailleurs, on peut utiliser ça pour essayer d'améliorer les conditions, effectivement, de l'éducation de nos enfants et même peut-être, pourquoi pas aussi pour l'hôpital ou nos hôpitaux, si vous voulez bien. Mais Marie, je reviens sur les élus parce que vous avez commencé à parler de ça tout à l'heure et le peuple congolais, et d'ailleurs, on a toujours voulu comprendre pourquoi. Je ne sais pas si en France ça marche également pareil comme au Congo, comme on a l'habitude de copier. Et vous le savez très bien comme moi que dans notre pays, en République du Congo, les sénateurs sont pas élus. Vous avez commencé même à en parler au suffrage universel direct, mais désignés par les conseillers municipaux et départementaux. Est-ce que ce mode de désignation ne fausse pas totalement la représentativité de cette institution et ne la transforme pas en un simple outil de contrôle du pouvoir en place? Une fois quand on est nommé, on a un peu du mal à travailler correctement, par exemple. Une chose est certaine, c'est que ce système est un système démocratique en soi. Le suffrage indirect n'est pas, démocratiquement, c'est un système qui existe, système avec des grands électeurs, des conseillers municipaux, les maires et ainsi de suite. Sauf que moi, ma paroisse à moi, c'est de dire que le peuple est souverain, je le dis toujours. Ceux qui ne sont pas nommés directement par le peuple, j'ai du mal à leur donner la légitimité qu'ils devraient avoir pour remplir leur mission. Voilà. Ça, c'est à mon niveau. Et ensuite, oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand le pouvoir est confisqué par un parti, aussi grand soit-il, et que les nominations se font comme ça, on se tient un peu les uns les autres, et finalement, on travaille plutôt à ne pas décevoir ceux qui nous ont nommés. C'est vraiment factuellement ce qui se passe à chaque fois. Si le peuple ne vous nomme pas, ben vous assurez à ce que les conseillers municipaux, qui sont eux-mêmes aussi nommés, vous voient d'un bon œil, ne vous dénoncent pas. Donc on se tient, on se soutient. Il y a une forme de consanguinité qui fait qu'il n'y a rien qui peut sortir de là d'assez fécond, selon moi. Tout ça, ça participe à me dire que l'approche d'élection des sénateurs pour 6 ans, et des attributions, des allocations financières, les deniers publics qui sont alloués au fonctionnement du Sénat, c'est de l'argent que nous perdons quelque part. Et on va venir plus tard, parce que certains me diront, le Sénat c'est important, comment vous allez faire? Il faut quand même que les débats soient faits, il faut que l'État, les députés ne peuvent pas confisquer tous les débats, parce que le Sénat, ceux qui défendent disent que ça enrichit les débats. Mais vous savez comment on a de conseils au Congo? Le Conseil économique et social, le Conseil consultatif de la jeunesse, le Conseil sur le développement durable, le Conseil sur je ne sais trop quoi. Si ces conseils-là ont tous des allocations du budget de l'État, du contribuable congolais, donc de vous, moi, qu'on le veut ou non, de nos parents, mais c'est de l'argent, c'est incroyable. On va consulter combien de fois, pour quel rapport, pour quelle mission et dans quel but. Donc, certains diront, parce que j'ai eu ces débats au sein de notre think tank, les ACC, ils m'ont dit non, il faut garder le Sénat, mais supprimer tous les conseils, ainsi de suite. Je dis non, il faut un acte fort symbolique. Et le Sénat, aujourd'hui, on peut s'en départir. Et après, voir tout le Conseil économique et social à quoi il sert. Donc, effectivement, le sujet, c'est le Sénat, mais comme je disais, c'est un peu la boîte de Pandore. Quand on ouvre l'histoire du Sénat, on voit qu'il y a beaucoup de conseils, d'organes de consultation qui coûtent à l'État et qui n'apportent pas grand-chose. Donc, pour moi, le Sénat, vraiment, prenons le pari, comme la Bolivie, comme le Mozambique et d'autres pays, de s'en séparer et que les talents qu'il y a au Sénat, ils se retrouveront ailleurs. La nature est horreur du vide. S'ils sont talentueux, il y a des postes qui sont à pourvoir ailleurs, il y a des postes où on est élu par le peuple, il y a des postes où on doit être nommé, on en trouvera. Mais ça participe à cette émulation-là. Et puis, il faut aussi favoriser les départs en retraite. À un moment donné, il faut se retirer de la vie politique. De la même manière, quand on travaille, quand on est retraité, on se retire. C'est la loi de la nature même qui veut ça. Un lion dans sa meute, à un moment donné, quitte la meute. Et on se souviendra de tout ce qu'il a fait, comme victoire, comme bataille. Et je pense que le Sénat, à un moment donné, il faut aller vers cette décision courageuse et envoyer un signal fort à notre population. Justement, aller vers cette décision courageuse et envoyer un signal fort, mais c'est que Marien, quand on essaie de regarder un peu nos politiques, hein, que ce soit ceux qui sont au Sénat ou encore à l'Assemblée nationale, voire même
nos ministres et voire même lui-même le président de la République, personne n'en parle. Le sujet de est-ce qu'il faut supprimer le Sénat ou pas, est-ce que c'est utile ou pas, on n'en parle pas quasiment. Donc c'est pas pour aujourd'hui. Mais bah Congolais mingi, je vais essayer de parler aussi en lingala. Baza qu'on pensait, beaucoup d'ailleurs pensent que, bah pense à que le Sénat Ezali chambre, il y a enregistrement, hein, il y a ce que l'exécutif fait. Ce qui va saluer qu'on va décider, il a l'Assemblée comme il a Sénat, Sénat exécuté kaka. Est-ce que Sénat ça boya loi moko boya, à mon yango tiza par exemple normalité, les a bien été. On peut même parler par exemple concernant nos terres, on a vu les débats, hein, à la fin bandimala kaka. Donc je veux là j'ai parlé en lingala, je vais essayer de le reformuler en français. Alors Marien, beaucoup des Congolais estiment que le Sénat est une chambre aux ordres qui valide tout ce que l'exécutif lui soumet. Selon vous, avons-nous un Sénat indépendant ou un Sénat complice du régime? Ma réponse va être très simple. Les institutions sont une chose, mais elles ne dépendent que de la qualité des hommes. Ce que vous dites sur le Sénat, on le dit sur le Parlement aussi. Donc il y a un problème. Il y a un problème au niveau de l'homme politique congolais, au niveau de sa probité morale, au niveau de son engagement pour l'intérêt commun. C'est ça la vraie question. Les Sénat, au moins la Sénat, ministre, député, ça gangrène la société congolaise. Et ce sujet-là, on pourra, chaque émission, ici la tête. Parce que tant qu'on n'a pas changé ça, Ata Sénat, changer Sénat, Longoli Sénat, s'il n'y a pas cette probité morale, et Simbate. Et c'est ça le problème. Donc, question avec Beta Masoula, il y a. Tokoti Lingala, forcément, photo quand ça bokoko. Comme la constitution, c'est pas mal en soi. On a gagné du temps. Quand tu copies, tu gagnes du temps, mais après, tu adaptes à tes réalités. Et je pensais à, tu sais, le Sénat, quand il a été créé, il y a eu, on s'appelait comment le Conseil des Anciens. La potoa, c'était le Conseil des Anciens au XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce que l'esprit de la chose, c'était partir sur un conseil des sages. Et il y a des sages, période électorale, rassemblement populaire, mais à chaque fois, que ce soit filmé ou pas, il faut que nous ayons un sage. Va valider l'élection, va payer sa bénédiction, va payer sa makambo ebele, dans le cadre à Bokoko. Et c'est peut-être ça, vers ça qu'il faut réfléchir. Se dire que si Tokangi Sénat, est-ce que sage Nabiso, voir ce qu'il en reste, est-ce que ebele sage en gros? Ok, les sages, on me dit souvent les sages, c'est pas démocratique. On me dit des fois, Marien, oui, tu critiques le Sénat, suffrage indirect, mais c'est démocratique. Sage en gros, hein, ils sont nommés ou c'est par filiation, banini. C'est pour ça que je parle de créativité. Il faut prendre le temps de voir ce qu'on peut faire et s'inspirer de nos sages. Sage à Boko, sage à Yanani, Yaoyo, je ne sais où. Les différents sages en question, les intégrer à la Constitution, voir comment faire fonctionner les choses. Puisque dans notre réalité, tous les même députés, même temps 20, moi-même dans le cadre associatif, je le fais. Aucune action sociale n'est menée si je ne vais pas voir le sage. Je vais voir le maire du coin, de la ville. Par respect, c'est administratif, mais au final, même moi dans ma démarche, pour la bénédiction de nos dons, de nos actions sociales, nous allons voir le sage du coin. Donc, le conseil de sage, voir comment réfléchir dessus pour l'intégrer un peu plus à notre système parlementaire. D'accord, donc sage est vraiment primordial, hein, s'il faut, j'essaie de comprendre un peu ce que vous venez de dire dans Mboka Nabiso, parce que tozape na bakoutume Nabiso, tozape na makambo Nabiso. Mais Maria, tout à l'heure, quand on a essayé de regarder, effectivement, c'est un sujet qu'on ne pourra pas terminer aujourd'hui, et puis c'est un sujet qu'on continuera des années et des années à en parler, est-ce qu'il faut supprimer ou pas? Mais effectivement, il y a deux tendances. Il y a ceux comme toi qui veulent, même s'ils trouvent que c'est important le Sénat, mais il faut le supprimer. Il y en a d'autres qui estiment que non, il faut le garder. Donc, il y en a Batumsusu. Tout à l'heure, tu veux le dire, avec sur les ACC, lorsque vous échangez, il y a d'autres qui pensent que non, c'est important le Sénat. Il y en a d'autres qui pensent que c'est pas important. D'où, je vais le reformuler, certains disent qu'au lieu de supprimer le Sénat, il faudrait plutôt renforcer son rôle et lui donner plus de pouvoir, si vous voulez bien, pardon, de contrôle sur le gouvernement. Ma question est simple, Marie.
penses-tu que c'est une solution viable ou une simple illusion? Pour moi, ça ne sert à rien. On a les députés, 151 députés. Donner le rôle à ces députés-là, contrôler les députés. Mais ils ont déjà beaucoup à faire, les députés aussi, hein. Ils ont des commissions, ils ont des lois, ils ont pas mal de choses à faire. Moi, c'est au niveau du budget. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut créer toutes les conseils de consultatifs comme on veut. Mais nous n'avons pas l'argent. Il faut les moyens de sa politique. Et nous en sommes loin. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis d'accord. Si on me dit on réduit les députés, mais on garde le Sénat, on donne plus de poids au Sénat, on réduit tous les conseils qui ont des noms alambiqués qui ne servent à rien, ni à la société civile, ni aux politiques, ni au peuple congolais, c'est la réalité, et qui nous coûte de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Comment voulez-vous parler du Sénat et quand il y a des parents qui se cotisent pour payer un enseignant? Dans un village éloigné, il n'y a pas d'instituteurs qui payent de leur poche. Pour avoir un enseignant qui n'est même pas de bonne qualité. C'est un prof d'anglais qui va faire des cours de mathématiques. C'est ça le Congo d'aujourd'hui. Et c'est pas de la fiction, c'est le Congo d'aujourd'hui. Donc quand on me dit que le Sénat est important parce qu'il enrichit le débat, je n'en ai cure. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est nous n'avons pas les moyens de le faire. Ne le faisons pas. Quand nous aurons les moyens, quand on retrouvera des excédents budgétaires à cause du pétrole, du bois ou de je ne sais trop quoi, on va se le permettre. Aujourd'hui, on appelle ça une gestion en bon père de famille. Bon, la marquise m'aurait accroché parce qu'on a enlevé ces termes du code civil. On dira une gestion raisonnable parce que c'était un peu misogyne selon certains. Ce n'est pas le cas. Gérons le Congo raisonnablement. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, qui sont très bien peut-être, mais que nous ne pouvons pas faire. Comme quand on est dans une famille, il y a des dépenses qui sont somptuaires. C'est bien d'aller en vacances, mais si on n'a pas de quoi manger à midi, on ne pense pas à ses vacances. Le Sénat, pour moi, est de l'ordre du sanctuaire dans le Congo d'aujourd'hui. Et c'est ça la question, c'est ça le sujet. Alors, Marien, on va aller très doucement, mais sûrement vers la fin de notre émission. Je veux parler quand même, il faut le dire, du Sénat et la corruption. Moi, quand on a vu sous corruption, ils ont partout, un peu partout. Mais ma question est de savoir, quand je parle du Sénat et la corruption, est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce qu'on peut pas parler de ces choses-là au niveau du Sénat également? Si tu veux bien, je vais reformuler. La gestion opaque des fonds publics par certaines institutions est un sujet et qui revient souvent, hein, ça il faut le dire dans nos pays. Peut-on dire aujourd'hui que le Sénat est une institution gangrénée par la corruption? Je ne sais pas si on a des exemples, on n'en parle peut-être pas trop parce que souvent c'est caché. Je ne sais pas si vous connaissez des exemples où on parle de la corruption au sein du Sénat, par exemple. Moi, je n'ai pas de chiffres. Je ne peux pas m'avancer, je n'ai pas de chiffres et je n'ai rien de précis à avancer aujourd'hui. Mais une chose est claire, le Congo aujourd'hui est gangréné par la corruption. C'est un mal national qui a été pointé du doigt même par le président de la République. Quand il parle de menu fretin, il n'y aura pas de menu fretin parce qu'il sait que c'est gangréné. Et même dans la justice congolaise, chez les magistrats, ceux qui sont censés donner la loi, rendre la loi. Donc ça montre que c'est un vrai souci. Je refuse de dire que le Sénat, c'est à l'apanage de ce souci-là. C'est congolais. Il faut que chacun travaille dessus. Il y a une vidéo qui circule là sur la fonction publique où on dénonce le fait qu'il faut payer pour être à la fonction publique. Et déjà dans notre cercle familial, beaucoup entre nous, des amis ou des cousins, ont des emplois fictifs à la fonction publique. Il faut que chacun balaye devant sa porte. Ça, c'est important. Il faut que les Congolais aient cette démarche aussi. Quand je dénonce le Sénat, je sais que chacun de nous a à proximité des gens à qui ils peuvent ramener un peu à la raison. C'est un exemple comme un autre, mais la corruption est très présente dans notre pays et il faut qu'on travaille dessus. Voilà, la corruption, c'est vraiment quelque chose qui est en train de tuer notre pays depuis un certain temps. Tout à l'heure, vous venez de parler du président de la République qui a parlé des mini-fritins et des gros poissons, j'ajouterais. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que le président ne peut pas tout faire, il donne des directives, mais c'est qu'on a l'impression que les dirigeants, que le président a fait confiance, ceux qui travaillent avec le président, ceux qui sont tout autour du président, ils respectent pas ou ils essayent même pas de suivre les directives du président. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays où, depuis que le président est revenu au pouvoir, et vous allez remarquer qu'à chaque fois, quand il fait le discours sur l'état de la nation, il parle de ces choses-là, des antivaleurs de la corruption. Tout à l'heure, tu as donné des exemples. Nous tous, on a des familles. Il y en a d'autres même qui sont ici. J'en ai rien contre ces personnes qui sont même ici en France, mais qui sont salariés au Congo-Brazzaville, qui touchent de l'argent, par exemple. Et ça, c'est connu. Il y en a d'autres, c'est des Yakanoki parce que donc il y a un laisser-aller qui amène la corruption. Donc quand ça commence en haut, ça descend en bas.
Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que tout le monde est rentré dans ce système-là. C'est vraiment le mal qui est en train de tuer notre pays au jour d'aujourd'hui. Si on a des dettes aujourd'hui, si on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on a mal géré, et le président, il le sait, puisqu'il en parle quasiment, mais c'est que ça ne suit pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ceux qui sont tout autour du président, en commençant par le gouvernement, les députés, les sénateurs qu'on est en train de parler aujourd'hui, et que d'autres sais-je, n'écoutent pas le président de la République? Ce qui se passe, c'est que être chef, c'est dur. Et nous sommes tous chefs, au moins de sa famille, au moins de quelques petits frères. C'est très dur. Parce que quand il y a une faute, ça retombe sur nous. Et je veux pas avoir, moi j'aime sortir des discours trop faciles. Ce discours-là, il est entendu et entendu. Où on dit, le président est mal entouré, mal entouré. Et quand je disais qu'être chef, c'est dur parce qu'il faut savoir prendre Est-ce ses qu'il est mal responsabilités. entouré déjà? Est-ce qu'il est mal Non, entouré, mais le moi, président? ça, c'est une excuse. Je suis désolé. Non, Moi, mais ma question, est-ce qu'il est oui. mal entouré ou pas? Il n'est pas mal entouré, le président? Est-ce Non, qu'il mais a des gens de confiance tout autour de lui ou il est mal entouré? Est-ce que ceux qui moi, sont avec lui l'écoutent je attentivement? vais être plus courageux encore. Ça ne nous intéresse pas. Si ça ne marche pas, il n'y a qu'une seule personne qui est comptable, c'est le président lui-même. Ça, c'est des discours que j'entends, c'est un peu des faux fuyants. Croyez-moi que la même personne, moi je suis chef de famille, j'ai 2 enfants. Si je réprimande mon fils, le même fils, je ne le change pas, il corrige son attitude, c'est plus le même. Le même qui séchait les cours parce que j'ai dit, je l'ai puni, lundi, il repart en cours. Donc, c'est à la tête de s'imposer. Ça, c'est un discours de bienséance, un discours qui évite de fâcher tout le monde. Mais il le sait. Un Ne pas discours, en tout cas, pardonnez, oui, un discours qui évite tout de simplement de nommer le fâcher, enfin, président, de de nommer le président, de ne pas fâcher le président de la République, ça. de dire qu'il est Mais mal entouré, mais sinon, je pense pas qu'il il ait est la besoin. tête, donc il a la Oui, oui. responsabilité dans cette Mais, histoire. mais bien sûr, ça tombe sous le sens. N'insultons pas l'intelligence des Congolais, ni l'intelligence du président de la République. Quand ça va pas, il sait que ça vient de lui. Il s'en désole, il est triste, il sait que ça vient de lui. De la même manière, moi j'ai une structure, aussi modeste soit-elle, il arrive qu'on me dise que telle personne de l'association n'a pas fait ce qu'il fallait, mais nous sommes des hommes. Donc il arrive que j'ai un affect pour une personne qui fait que, sur le moment, je ne prends pas de décision. Mais il doit, à mon humble niveau, je dois me rendre compte en me disant que c'est moi qui dois régler le problème et personne d'autre. Et c'est au président de régler. Le même Premier ministre, le même ministre, si en haut, il a un autre son de cloche, il va se redresser. Ceux qui pensent que quand un arbre pousse de manière penchée, ça ne se redresse pas, croyez-moi, ça se redresse. Même par la foudre, ça finit par se redresser. Donc, c'est à la tête. Tout part de la tête. Il y a une vidéo là qui circule sur le net et à l'époque c'était le président de la République, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, donc Sassou 1, qui disait en lingala soki nazalaka mokonzi te kasi moko na moko nabengi nalobi ye asalaki boye ye ayibaki boye ye asalaki boye. Donc ça veut dire que le président azobomba bango puisque ayebi vidéo wana ya na réseau ayebi ba makambo wana tout, mais il a du mal, notre président de la République, à frapper. Il a du mal à décider, il a du mal à mettre les gens tout simplement à côté parce que tout à l'heure, c'est ce que tu es en train de dire, il est familier avec ces personnes-là, il connaît très bien ces personnes-là et puis il se comporte comme un patriarche qui est là en train de garder son entourage, ses enfants, il blâme même s'ils n'écoutent pas. Bon, ben, allons seulement, comme on nous a dit, hein, sur le projet du chef de l'État. Alors, Marien, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Une dernière question. On a parlé du Sénat, c'est bien, mais il n'y a pas que le Sénat, d'où je vais essayer de reformuler. Au-delà de la question du Sénat, la réforme des institutions ne devrait-elle pas aussi inclure une véritable limitation des mandats et un renouvellement des élites politiques? Ou bien sommes-nous condamnés tout simplement à voir les mêmes visages encore et encore? En fait, pour le renouvellement de l'élite politique, elle ne peut pas se décréter. Il faut libérer les énergies. Il faut que des gens de talent se disent qu'il y a intérêt à se lancer en politique. Aujourd'hui, il y a des gens qui seraient talentueux, qui diront, j'en connais, ah non, 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 comme on a vu ma politique, wana, bah, Magui est belé, l'élection d'Abinez va toujours truqué. On perd des talents comme ça. Si déjà les choses sont faites de manière vraiment à respecter
la loi, les cadres permettent aux gens de s'exprimer, naturellement, les talents vont venir. Mais si ça consiste encore à aller chercher soi-même ce qu'on considère comme étant des talents et qu'on place là, il y a trop cette démarche-là qui serait du népotisme, comme on dirait, qui fait qu'il y a des talents qui peuvent se faire eux-mêmes, mais au Congo, est-ce que c'est possible de se faire soi-même? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est possible de se faire soi-même sans avoir vraiment quelqu'un qui te met le pied à l'étrier, qui essaie de te soutenir, qui te fait entrer dans les rouages? C'est un peu ça la difficulté. Après, la question des mandats, c'est une question qui est débattue sur l'ensemble du globe. Chacun a sa position. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un seul mandat. Peut-être que 5 ans, c'est court, mais il faut un seul mandat pour ne pas faire de la politique un métier. La politique, c'est un sacerdoce. On donne de soi. Un mandat, peut-être que je dirais moi 7 ans, mais un seul mandat, je trouve que c'est bien. On vient pour une mission, la politique, c'est une mission. Et après, on repart, on retourne à son métier. Espérance, personne ne sait que moi, je vous ai appelé en fin de semaine, vous êtes sur un projet informatique, vous avez un métier. Vous faites la politique, vous faites le journalisme comme certains font la politique, par passion, par patriotisme. J'aimerais que les gens aient en politique pour ça et pas toujours pour remplir le frigo. Baton aura na soso moko, toton na soso boni, 10 soso, 15 soso. Bah, Tata, Bama, Bandeko, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Mais Marien, avant de terminer, j'ai quand même une dernière question à te poser. Et là aussi, j'aimerais que tu puisses répondre avec beaucoup de franchise. Mais la question, je vais la poser quand même en Lingala. Donc, moi, bah, rumeur, en tout cas, c'est au conditionnel, là, c'est à prendre au conditionnel. Donc, moi, bah, rumeur que, en 2026, bateau déjà, bah, banda ki tu tata mokondi ya kwa la candidat. Mais tout, yo ka ba rumeur ka kozalane candidat, tata mokondi ya lembi. A fatigué à sali ebele alobi cette fois-ci akotika place wana na moto mosusu. Maintenant yo soki atiki yango, est-ce que na loi na biso lobi ti soki atiki comme azana ni nani mo elenge a mobali, est-ce qu'akokenda Sénat, est-ce qu'akokenda wapi, akozala nani? Enfin, je veux savoir quoi. Donc pesa biso mo yano na yo. Ah, nga ebite ya tata mokonzi, mokolo na biso ye moto ayebi nini osala na sima. Je crois que la Constitution prévoit qu'il rentre au Conseil constitutionnel, si je ne me trompe pas. Mais je pense que faut Mokondi Pema. Tata Mokondi Pema, Anna Baranch, Anna ferme, je pense qu'il aime le travail de la terre. Chaque saison son temps, il s'engage peu à Pema, à Kipe Bakokonae. Et voilà, comme ça, le pays laissera de nouveaux talents s'exprimer. Asali ebele quand même, hein. Asali ebele, hein, tata wana. Hein, Maria? Asali ebele. Depuis bane nini wana ya banda ko sala na mboka na alingi mboka na makasi on dirait asali ebele, hein. Autour des années 60. Amoni biso tout, hein. Asali ebele penza. Aili mboka yango, alingi mboka yango. On va dire ça comme ça. Alors, une chose est sûre, plus sérieusement, le Congo, l'État congolais, le destin de l'État congolais est plus important que nos destins individuels. C'est insignifiant, qui que nous soyons. Donc, rêvons d'un Congo fort, rêvons d'un Congo qui se renouvelle. Voilà. Bah, tata, Bama, Bandeko, mesdames et messieurs, effectivement, comme Marien vient de le dire, rêvons d'un Congo fort, rêvons d'un Congo qui se renouvelle. Alors, Marien, nous avons terminé. Votre dernier mot par rapport à notre émission de ce soir, c'est-à-dire réforme des institutions, le Sénat est-il encore nécessaire? Le dernier mot est de dire tout simplement que ce sera une série de questions qui reviendront sur les réformes de nos institutions, parce que nous devons nous réinventer. Nos institutions doivent être revues pour trouver ce nouvel élan pour que les citoyens congolais se sentent vraiment concernés. Il faut repenser nos textes. Donc voilà, le débat reste ouvert, nous reviendrons sur d'autres questions, et j'aimerais vraiment vous remercier, Afrique TV, la Marquise, et puis Monsieur Keto, pour ce travail de qualité comme toujours. Bah, tata, bah, maman, bandeko, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Ce débat sur le Sénat n'est pas anodin car il touche directement à l'avenir de notre démocratie et à la bonne gestion de nos ressources publiques. Devons-nous garder une institution coûteuse et inefficace ou faut-il avoir le courage de la réformer, voire de la supprimer? La question est ouverte, comme Maria venait de le dire, et c'est à nous, citoyens, de nous engager pour des institutions qui servent réellement le peuple. Bah, tata,
Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs. Un grand merci à notre invité de ce soir, Monsieur Marié Infodegombe, pour ses analyses et son engagement. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et votre intérêt pour ces questions cruciales. Si vous avez aimé cette émission, partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous à nos pages Facebook, YouTube et TikTok pour ne rien manquer de nos prochains débats. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à poser les vraies questions et à faire entendre votre voix. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission. Et on se dit à dimanche. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion.